Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage entre les plages sauvages, les dunes boisées et les lacs translucides auxquels nous vous invitons aujourd'hui. Du bassin d'Arcachon au lac Landais, les plus beaux panoramas s'ouvrent ici, faits du bleu de l'océan, du blond des îles et du vert des forêts de pins. Nous partirons à la découverte du Cap Ferret, un endroit magique et préservé où les petits villages de pêcheurs ont su garder l'âme de leur passé. Cette ouverture sur le bassin, les odeurs, tout y est. Nous voyagerons dans le temps en plongeant dans l'histoire des maisons d'Arcachon et nous partagerons aussi le quotidien des ostréiculteurs qui font vivre ce paysage exceptionnel. Oh, c'est génial cette sensation d'être là au milieu des parcs, les pieds dans l'eau. Comme dans la peau de l'ostréiculteur. Ah ouais, là, carrément. En s'enfonçant dans les terres, nous quitterons l'eau salée de l'océan pour naviguer sur les eaux transparentes des lacs landais. Qu'est-ce que c'est beau, Lionel! Oh là 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 là! J'adore ce lac. Sur l'eau ou dans les airs, laissez-vous emporter par les 1001 visages de la région d'Arcachon. C'est entre terre et mer que nous commençons notre périple sur la presqu'île du Cap Ferret. Ici, la rudesse de l'océan Atlantique côtoie la douceur de vivre du bassin d'Arcachon. Les paysages oscillent entre les étendues de sable fin, où l'immensité des vagues vous transporte, et les petits villages de pêcheurs du bassin, rythmés par le jeu des marées. Marion Giez est une jeune maman de 32 ans qui a abandonné son travail d'ostréicultrice pour se consacrer à sa famille. Après quelques années loin de son village natal du Cap Ferret, Marion est revenue vivre sur ces terres qu'elle est bien décidée à ne plus quitter. Quand on est né sur la presqu'île, c'est vrai que c'est compliqué de partir, mais on y revient toujours parce que tout manque quand on est ailleurs. C'est dans le cœur, c'est dans l'odeur, c'est dans tout. J'aime les couleurs, j'aime les paysages qui changent tout le temps. J'aime avoir accès à l'océan et puis au bassin, à la forêt et toute la culture qu'il y a, évidemment aussi de la pêche, de l'ostréiculture, des gens qui y habitent et qui animent ce territoire que j'adore. Et pour redécouvrir ce paysage qui la berce depuis son enfance, elle retrouve son amie Laure Ivaskevicius, qui organise des balades à vélo sur toute la presqu'île. Tu vois Marion, depuis le temps qu'on se connaît, je suis super contente de t'emmener faire un tour au Cap Ferret, de faire découvrir mon activité. On habite à côté, on prend jamais le temps et c'est vraiment dommage. Exactement. Mais c'est vrai qu'en plus de le faire en vélo, ça donne une autre dimension aux choses en fait. Ah mais moi je suis ravie. Leur périple commence par le village emblématique de l'Herbe. Au bord du bassin, au milieu des cabanes ostréicoles parfois centenaires, le petit village de pêcheurs vit au rythme apaisant des marées. Aujourd'hui, les bateaux de plaisance côtoient les plates ostréicoles. Mais l'âme de l'Herbe est restée intacte au fil des années. Et l'on ne peut que tomber sous le charme de ces ruelles. L'Herbe fut construit à la fin du XIXe siècle par la volonté d'un seul homme, Léon Lescat,
à une époque où la presqu'île du Cap Ferret était encore déserte. Laure et Marion font une première escale au centre du village. Tu vois, Marion, ici, c'est un endroit que j'aime bien, c'est la place des boulistes. C'est un endroit qui est hyper tranquille. Tu peux voir les gens jouer à la pétanque et surtout, ce que j'aime bien, c'est le petit bruit de l'eau avec la fontaine et aussi tous les petits détails auxquels tu peux t'attacher en faisant le tour de la place. Et oui, c'est vrai qu'on voit le compteur de points pour les boules. Important. C'est vrai. C'est le QG du village ici. Ouais, Un c'est lieu ça. bien animé pour des bonnes parties de pétanque et des petites discussions entre les habitants. Exactement. Même si elles connaissent bien ce petit bourg, Laure et Marion ne se lassent jamais des ruelles étroites, bordées de fleurs colorées et des eaux bleutées qui bordent ce village. Et tu vois, je pense que c'est ce que t'aimes aussi ici, hein, c'est Les petites ruelles. avec la vue. Quand même, hein, ça fait très paradisiaque, je trouve. Regarde ça. Magnifique. Et là, le bout du village, avec cette ouverture sur le bassin, les odeurs, tout y est. C'est trop, trop chouette. À quelques coups de pédale du village de l'Herbe, une curiosité architecturale contraste dans ce paysage maritime. Une insolite chapelle aux accents mauresques. L'église algérienne Sainte-Marie du Cap, construite en 1864 à l'abri des pins, fait face au bassin. Alors cette chapelle, c'est vrai qu'on passe tout le temps devant, que ce soit en bateau ou à pied. Mais c'est vrai qu'elle dénote par rapport au coin, au Cap Ferret. Pourquoi cette architecture comme ça, si particulière? Eh bien, écoute, en fait, c'est un monsieur qui a créé tout le village de l'Herbe, hein. Il faut te dire que le village de l'Herbe, avant le 19e, c'était un endroit vraiment désert. On avait des dunes, on a planté beaucoup de pins. Il a planté sur 25 hectares. Hein. Il a fait d'abord sa villa, après il a fait un bâtiment pour ses ouvriers. Et la chapelle algérienne, tout dans le même style, hein, un peu néo-mauresque, parce que Léon Lescar avait construit le port d'Alger. Il avait adoré l'architecture là-bas. Et c'était un homme qui avait une grande ouverture d'esprit, surtout, et qui a construit cette chapelle, qui est une ouverture vers l'Orient, de la part de l'Occident. C'est chouette d'avoir ça chez nous. Ouais, c'est chouette d'avoir ça chez nous. Et tu sais que cette chapelle a été construite, hein, parce qu'avant, les enfants devaient traverser, hein, ainsi que les parents, pour aller à la messe à Arcachon, en Pinasse. Oh. Ouais, donc à l'époque... Il fallait être motivé quand voilà, il même. n'y avait pas le moteur. Hein. Donc il a construit cette chapelle ici pour permettre à son village de venir se recueillir et avoir les messes ici. Alors tu vois, je voudrais te montrer un petit détail que j'aime particulièrement. C'est ces carreaux de faïence, hein, qui présentent un jeu d'ombre et de lumière qui est particulièrement bien fait. C'est chouette, hein? Et après, bien sûr, tu as écrit Bienvenue en arabe, Gloria Deo en latin. Et en haut, tu as la croix et le croissant qui montrent, pareil, une grande ouverture d'esprit et un mélange de religions vraiment chouette. Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir ici une grande ouverture d'esprit et de paix sur le Cap Ferret. Mais exactement. C'est une chance. Et surtout quand tu te tournes et que tu as la vue magnifique. En fait, je pense que ce monsieur a fait le paradis dans son paradis. Oui, c'est vrai. C'est beau, hein? Ouais. Plus au sud de la presqu'île, Laure a décidé de faire redécouvrir à Marion le lieu qu'elle préfère au Cap Ferret, la conche du Minbeau. Cette petite anse naturelle, magnifiquement préservée, est aussi bordée par les maisons les plus atypiques du bout de la côte, des plus démesurées aux plus dépouillées. Bah tiens, regarde Marion, ici c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi au Cap Ferret, hein, c'est ce ponton. Une petite maison posée sur un bateau. Exactement, c'est les premiers ostréiculteurs quand ils sont arrivés au Cap Ferret. Plutôt que de construire directement des cabanes en dur sur la terre, ils ont échoué leur barge et ils ont fait leur petite maison dessus. Du coup, c'est des petits endroits typiques et il ne reste plus beaucoup au Cap Ferret. Et il y a celle-ci qui est particulièrement bien entretenue et restaurée. Et c'est un artiste peintre qui l'occupe et qui expose ses toiles au Cap Ferret. Vu le cadre, il doit trouver facilement l'inspiration pour peindre ici. C'est au cœur de cette végétation poétique que des peintres et des écrivains comme Toulouse-Lautrec, Jean Cocteau ou Pierre Loti sont venus puiser ici les couleurs et les récits qui ont fait leur renommée. Ces paysages de marée basse avec les bateaux échoués, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est très poétique, hein. Alors tu vois Marion, je voulais t'emmener ici parce que c'est un autre aspect du Cap Ferret. Je pense que tu connais un petit peu
cet endroit, mais je trouve ça vraiment important. Ça montre le Cap Ferret un peu différent, un peu plus authentique, où tu avais avant les vaches et les moutons qui venaient manger. Bah, c'est vrai que c'est un des plus bels endroits pour moi du Cap Ferret. Non, c'est vrai que c'est un chouette endroit. Donc le Membo, en fait, tu vois, c'est vraiment une bande de sable qui s'est développée au cours des années devant le Cap Ferret. Qui doit protéger en plus un petit peu. Exactement, qui protège naturellement. Et comme ça se remplit à marée haute et à marée basse et que ce sont des prés salés, on appelle ça une lugue. Alors lugue, c'est du gascon. En français, on dirait une conche. D'accord. C'est-à-dire que toute la végétation est capable de vivre autant sous l'eau que hors de l'eau. Exactement. Et puis là, on est sur des gros coefficients, donc l'eau monte très vite, tu vois, on la voit arriver là-bas. Donc ça va monter, tout recouvrir. Si on revient dans 2 heures, on n'a plus de végétation. Et c'est derrière ce décor constamment changeant au fil des marées que se cache l'un des plus beaux spectacles sur le bassin d'Arcachon. C'est vraiment magnifique. Ah bah c'est sûr qu'il y a pire que d'avoir la dune du Pilat en toile de fond quand on se réveille le matin ou quand on vient se baigner. Ouais, c'est superbe. Ce panorama sublime abrite aussi une coutume. À chaque petite marée, les habitants partent pêcher la ressource du coin, la sèche. Pour déguster ce plat emblématique, Marion se rend dans l'ancienne cantine qui régalait les travailleurs de la résine, aujourd'hui devenue une institution incontournable de la pointe du Cap. Dans le village de l'Herbe, elle est attendue par Nicolas Lascombe, le propriétaire de l'hôtel de la plage, et le chef Georges, d'origine serbe, conquis par la cuisine du Sud-Ouest. Je te présente le chef Georges, qui est à l'hôtel de la plage pour te faire découvrir cette recette des blancs de sèche. Je te laisse avec lui. Effectivement, on a une recette très traditionnelle de bassin d'Arcachon, blancs de sèche en persillade, qui ont été pêchés, je pense, à 200 mètres d'ici. D'accord. Ça donne ça. Une fois nettoyé, tout enlevé, ça ne donne que la blonde de sèche qu'on va utiliser pour la recette. On va le tailler super finement en lamelles, ça donne ça. Et on va le cuire tout simplement avec une persillade, relever un petit peu à la piment d'Espelette, qui ici on considère comme un poivre de sud-ouest. C'est vrai. Ben moi j'adore ça. Mon père pêchait les casserons et ma grand-mère les cuisinait, donc c'est un de mes plats préférés Oui, c'est sûr, il y en a que beaucoup. j'ai souvent mangé. Ouais, super. Donc je t'attends au tournant. Ok. Les casserons, l'autre petit nom pour désigner les sèches de petite taille. Alors Georges, du coup c'est quoi ton petit secret de fabrication? Ben, la petite secret de cette recette, c'est en fait, on va le mariner en amont, les sèches avec un peu de piment. D'accord. Le mieux à faire, c'est mariner, laisser un peu dans le frigo de 2-3 heures. Comme ça, il va vraiment prendre un goût de piment d'Espelette et le sauter après. Et comme ça, la sèche, il reste très tendre. Oui, c'est la difficulté de cette recette. Du coup, là, on va le mariner. Un peu d'huile d'olive. On va ajouter le piment d'Espelette. Ah oui, là de suite ça donne du peps. Oui, ça va donner de peps et ça va surtout donner de goût de piment un petit peu. Alors moi je l'ai beaucoup mangé aussi à l'encre et à l'armoricaine, D'accord. mais ça reste quand même ma préférée, c'est sauter comme ça, juste Tout simplement. Les bons produits, il ne faut pas les Exactement. toucher. Tout C'est vrai. simple, c'est mieux. Ça fume? Ça fume. On y va. Là, je dois ajouter le beurre. La cuisine française, tout est bon avec du beurre. Tu peux prendre un peu de persil pour moi, s'il te plaît, Allez, la persillade, et tu je peux finir. finis. Tu peux saupoudrer un petit peu partout. Comme ça je m'attribuerai le mérite. Voilà, super. Hop là, Touche finale, un petit peu de jus de citron. merveilleux. Ça sent divinement bon en tout cas. On va voir, on va déguster après. Hein. Voilà. Un coup. Et c'est bon. Prêt à dresser. Ça a l'air délicieux. Hâte de passer à la dégustation. Eh bien, viens Marion, je t'amène déguster ces blancs de sèche au meilleur endroit, vu sur le bassin. Merveilleux. C'est notre petit coin de paradis. Ce qui est super, c'est que d'ici, en plus, on est aux premières loges pour voir les pêcheurs pêcher les sèches. Ouais, il faut passer à la dégustation parce que ça va être froid. Hein. Allez, avec plaisir. Délicieux. Aussi bon que ceux de ma mamie. Ah, super, c'est un grand compliment ça. Merci, Oui, Marion. c'est vrai. C'est depuis tous ces villages de pêcheurs qui jalonnent le bassin d'Arcachon que navigue depuis le 19e siècle
par tous les temps, les bateaux emblématiques du coin, les pinasses. Marion a décidé de sillonner le bassin non pas pour y pêcher des seiches, mais plutôt pour revisiter des souvenirs d'enfance. Elle se rend sur le banc d'Arguin, une tradition ici pour les familles, chaque week-end. C'est le skipper Guillaume Debord qui est à la manœuvre. Avec lui, elle va profiter des plus belles vues sur le bassin. C'est vrai que les pinasses sur lesquelles j'ai navigué, moi, elles étaient plus petites, sans tout ça, plus sommaires. Voilà, donc c'était peut-être une pinasse, ce qu'on appelle une pinasse sacrémaïa, une pinasse qui servait donc à l'ostréiculture Ouais. et à la pêche à une certaine époque. On va commencer à parler des pinasses dans les années début 1900, quand on a motorisé les bateaux. Ouais. Avant ça, on naviguait encore sur un autre type d'embarcation qu'on appelle les pinassotes. Pas motorisées, on se déplaçait soit à la voile, soit à l'aviron. Aujourd'hui, c'est des bateaux de plaisance, hein, c'est des bateaux de famille, souvent des gens qui sont amoureux un petit peu de ces bateaux-là, soit qu'ils les ont connus dans leur enfance avec les grands-parents, les parents ou les grands-parents, ou des gens qui sont tombés sous le charme un petit peu des lignes élégantes du bateau. Donc en fait, on est passé du bateau de travail, 100%, à maintenant un bateau un loisir. Exactement, ça fait revivre un petit peu le patrimoine. Depuis ses origines, ce bateau caractéristique d'Arcachon est prévu pour naviguer dans la topographie si particulière du bassin. Avec sa forme effilée et son fond plat, il peut naviguer au plus près des bancs de sable qui jalonnent les eaux du Cap Ferret. Ce sont les pins qui entourent le paysage local qui ont donné son nom à la pinasse, construite avec cette essence de bois. Voilà Marion, donc là on arrive sur le banc d'Arguin, hein, enfin, à proximité du banc d'Arguin, avec tout ce côté-là, c'est le banc, devenu en fait une réserve naturelle. Face à la dune du Pilat, le banc d'Arguin marque la frontière entre le bassin et l'océan. Dans ce joyau naturel de sable blanc, de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs trouvent ici un havre de paix. Tiens Marion, tu as des chances d'apercevoir des oiseaux là, vers la butte où il y a la végétation là sur le banc, assez loin. Ah oui, Il doit y avoir des sternes, il doit y avoir des hutriers, des goélands. ah, effectivement, on les voit bien d'ici. Hein. Ils ont l'air calmes, sereins, tranquilles sur leur immensité de sable. Alors, la population d'oiseaux va varier en fonction aussi de la migration, hein. Le banc est très fréquenté par les oiseaux au printemps puisque c'est la reproduction et quand on arrive vers le mois de juin, les petits vont commencer à savoir voler et le sevrage va se faire. Et après les oiseaux vont partir en migration, ce sera la belle saison. Ici, à l'embouchure du bassin, les paysages se dessinent et changent au gré des marées, des lumières et des vents. Ils laissent alors apparaître des tableaux éphémères. C'est qu'on peut venir 1000 fois, 10 000 fois ici, on se lâche jamais, ça change tout le temps et puis c'est tout le temps aussi beau. Donc ce petit endroit où je voulais t'amener, là, ce banc de sable qui apparaît à la marée basse au milieu de rien, là. Superbe. Voilà, et puis j'ai pris aussi quelques pâtisseries que tu dois connaître. Pour les manger, le temps que l'eau monte, ils nous chassent petit à petit. Des dunes blanches, Des j'adore. dunes blanches, voilà. Et puis quoi de mieux que le manger face à la C'est vraie dune, dune. c'est ça. Là, C'est le je meilleur trouve qu'on endroit. peut pas être mieux. Exactement. Notre périple se poursuit vers l'autre rive du bassin d'Arcachon. Adossé à la dune du Pilat, un autre visage du bassin se dévoile. Avec son patrimoine bâti centenaire, Arcachon est un vrai paradis d'architecture et de fantaisie.
la ville a su conserver son authenticité et sa singularité. Depuis la fin du 19e siècle, on y vient pour profiter des bienfaits de l'air iodé dans un paysage ponctué d'immenses parcs à huîtres. Myriam Madec est conférencière indépendante. C'est en cherchant un compromis entre la campagne et la région parisienne qu'elle a décidé de poser ses valises à Arcachon il y a 25 ans. Une ville qu'elle n'a plus jamais quittée. Ce qui m'a attirée ici, c'est un rythme de vie, une façon de vivre et puis d'avoir en même temps tous ces patrimoines. Le patrimoine naturel, le patrimoine architectural, le patrimoine historique et puis en même temps toutes ces traditions des métiers de la mer ou de la forêt. Et quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé un patrimoine pour m'éclater dans mon métier. Et c'est dans le paradis d'architecture de la ville d'Arcachon que Myriam organise des promenades guidées. Aujourd'hui, c'est avec l'historienne Isabelle Dott qu'elle va parfaire ses connaissances sur le passé de sa ville d'adoption. En 1860, alors que l'épidémie de tuberculose fait rage, Arcachon s'est déjà développé près de l'océan pour les bienfaits de ses bains de mer. On l'appelle la ville d'été. Les médecins, constatant les effets thérapeutiques de l'air d'Arcachon, préconisent alors la création d'une ville d'hiver pour soigner les malades de la tuberculose. Deux entrepreneurs, les frères Pereire, commencent alors à bâtir au milieu des pins un sanatorium à ciel ouvert. La bourgeoisie vient loger avec ses domestiques dans ces maisons cossues, construites selon une architecture soigneusement établie. Les hauteurs de la ville, ponctuées de maisons plus pittoresques les unes que les autres, témoignent de ce passé. Alors Myriam, je t'amène dans une villa qui a été construite à l'époque Pereire. Je sais que tu la connais, celle-ci, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à la montrer. C'est ta villa préférée? C'est ma villa préférée. Ces balustrades me font penser à des chalets dans le Valais, en Suisse. C'est Oui, vraiment c'est ça, un tout à décor fait. typique. Oui, oui. On appelait ça des chalets à l'époque. Et alors celui-ci, il est vraiment représentatif du chalet, chalet suisse, inspiration du chalet suisse, avec des reprises, par exemple, des avant-toits très débordants, comme tu le vois ici. Ça avait une utilité, ces avant-toits débordants. Ça évitait aux malades qui étaient sur les balcons de prendre le soleil directement. Surtout le soleil zénital de l'été, ça arrêtait ses rayons. Le malade, allongé sur les terrasses telles qu'on les voit ici, profitait de la chaleur sans avoir les rayons directement. Le plan d'urbanisation de la ville fut lui aussi conçu pour les malades de la tuberculose. Les angles droits de chaque rue étaient cassés pour éviter les courants d'air. Chaque patient pouvait ainsi profiter des bienfaits du climat océanique sans craindre les vents marins. Alors Myriam, là c'est ma petite surprise. C'est une maison, j'espère que tu ne la connais pas. Pas du tout. On va s'approcher, tu vas voir ça de plus près. Le propriétaire a la gentillesse de nous laisser rentrer à l'intérieur de sa maison. En plus, waouh. Et je vais te montrer quelque chose qui est assez étonnant, si tu me suis. Allez, avec plaisir. Ah, Isabelle, ce carrelage est d'origine? Et oui, il est d'origine, de l'âge de la maison, donc 1883. Et tu vois, c'est le fameux carrelage en carreaux de ciment, cette technique qui a été mise au point dans les années 1850. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Viens voir par là. C'est cette cheminée qui a quelque chose de très particulier. Effectivement, oui, une fenêtre au-dessus d'une cheminée, je n'avais jamais vu ça avant. Et voilà, ça c'est quand même très étonnant. On appelle ça d'ailleurs cheminée sous baie. Voilà. C'est-à-dire que même en hiver, on peut profiter de son jardin. Voilà, tout en faisant du feu et en étant au chaud. C'est pas beau ça? Mais du coup, là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Elle sort où, la fumée de la cheminée? Eh ben, le conduit de cheminée, c'est tout simple en fait. Il s'en va sur le côté. Il est dérivé sur un des côtés de la cheminée. Et la fumée s'évacue très bien par ce système-là. Et bien sûr, à l'époque, les malades craignaient le froid, l'humidité. Donc on voulait chercher à fermer le mieux possible. Et c'est une baie que l'on pouvait fermer grâce à cette manivelle. Donc tu vois, on n'avait même pas besoin de sortir. On n'a pas besoin d'ouvrir les fenêtres. Voilà.
Merci pour la surprise. Je t'en prie. La cheminée sous baie. Cheminée sous baie, voilà. Isabelle a réservé un dernier petit plaisir à Myriam. Un détour par l'Observatoire Sainte-Cécile. Il fut construit en 1863 par le principal architecte de la ville d'Hiver, Paul Regnault, aidé d'un jeune ingénieur alors inconnu, Gustave Eiffel. Bon, Myriam, on arrive au bout de nos efforts, mais on va être récompensés, tu vas voir. Ah oui, c'est toujours une vue dont on se lasse pas, effectivement. Ce belvédère offre la plus belle vue sur les 2 quartiers d'Arcachon aux architectures si distinctes. Depuis le 19e siècle, le climat iodé d'Arcachon est également favorable au développement de ce qui fait la richesse de la région, les huîtres. C'est depuis Napoléon III et l'installation des premiers parcs impériaux à huîtres que ce métier se transmet de génération en génération. Comme d'autres ostréiculteurs, Sébastien Dufaux a décidé de partager avec les touristes de passage les gestes de ce métier ancestral dans le bassin. Aujourd'hui, c'est Myriam qui a la chance d'embarquer à bord de son bateau pour mettre à l'eau de nouvelles poches d'huîtres sur les parcs de l'ostréiculteur. Tous les matins, c'est le même rituel pour Sébastien. Il faut d'abord avoir le bon coup de main pour positionner sa plate ostréicole. Il faut anticiper avec le courant. Ah ouais, je vois ça. Waouh. Alors on va se plaquer contre les balises de l'autre côté, Myriam, tu vas voir. Hop. Et on va se jeter, toi, là où c'est vide. On va mettre les poches d'huîtres. D'accord. Comme ça, après, on va pouvoir les après, attacher, on les attacher sur le attache. chantier. C'est ça. Ça pèse combien une poche comme ça? Là, on est à peu près entre 8 et 10 kilos. Alors, les poches, tu les mets ici pour que tes huîtres Alors, grandissent Enfin, là, c'est surtout pour avoir de la matière, de la chair. Allez, tu veux me les passer pour m'aider? Allez, je vais bien t'aider. Allez. Donc, on va se les mettre en place. Ah, c'est assez physique, hein. Je vais t'écarter le bateau, Myriam, comme ça tu vas pouvoir descendre plus facilement. Ok, Allez, hop. Vas-y. je m'assois. Oui, assis-toi, ça Allez, sera hop. plus facile pour toi. J'ai pas autant l'habitude que toi. Voilà. Oh, c'est génial cette sensation d'être là au milieu des parcs, les pieds dans l'eau. C'est vraiment une nouvelle impression. Là, je me sens vraiment au cœur de... Là, on est vraiment dans le cru, comme on dit chez nous. Hein. C'est vraiment, t'es vraiment sur le tas, vraiment comme dans la peau de l'ostréiculteur. Ah ouais, là, carrément, tout à fait. C'est vraiment C'est ça. cette sensation que j'ai. Donc, tu On vois, en fait quoi maintenant des poches? alors, les poches, on va les passer sur l'autre rang, D'accord. comme a fait Mathilde de l'autre côté, attachées. D'accord. Et on va les laisser jusqu'à début décembre. Chez Sébastien, l'ostréiculture est une affaire de famille. C'est la 7e génération qui baigne dans ce métier emblématique du bassin, grâce à sa fille Mathilde, qui perpétue la tradition. C'est impressionnant à la vitesse où tu vas. L'habitude? Tu fais ça avec autant de rapidité que ton père. Ah, pas encore autant de rapidité parce Pas encore? T'as pas encore gagné la course contre lui? Non. Des gestes que Mathilde apprendra à affiner grâce au conseil de Sébastien et à son envie de reprendre le flambeau paternel. Donc avec le fonctionnement de la marée, les huîtres, elles vont rester à l'air libre quelques heures. Oui. Et après, c'est là qu'elles mangent quand elles retournent dans l'eau. Mais c'est ça. C'est donc une huître, elle mange quand il y a de l'eau, parce qu'autrement, hors de l'eau, elle ne peut pas manger. Elle peut pas manger. Comment elle fait pour se nourrir, l'huître? Alors l'huître, elle filtre l'eau, tout simplement. Elle mange du plancton, donc c'est une algue microscopique. Oui. Elle souffle pour se nourrir. Oui, elle baille légèrement, Légèrement. voilà, pour que ses branchies puissent filtrer l'eau pour se nourrir. L'alternance des marées qui rythment les repas des huîtres fait aussi l'originalité de ces paysages. Sébastien veut maintenant montrer à Myriam une curiosité spécifique au bassin d'Arcachon. Il l'emmène au cœur de sa gigantesque pouponnière, car les ostréiculteurs produisent ici les bébés huîtres, les naissins, une activité qui a fait la réputation du bassin. Je vais te montrer, tu vas voir. Hop. Regarde, là on les voit hyper bien. Les petites d'un mois, les toutes petits points, 1 mois, et les plus grosses, 2 mois. Donc tous ces petits points, ce sont des naissins. C'est du naissin, ouais, c'est du bébé. Ah oui, c'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir sur un collecteur. C'est ça.
Les naissins d'huîtres restent entre 6 et 8 mois sur les coupelles. Ils sont ensuite transférés dans des poches pour se développer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se passe la reproduction. Alors, c'est très simple. L'huître fabrique sa laitance, son lait. Elle crache le lait dans l'eau. Ça fait des larves d'huîtres. Et au bout de 8 jours, l'huître se forme, hein, elle devient coquille d'huître. Elle commence, et donc il faut qu'elle se colle. La coquille grandit autour de la larve. Oui. Et si elle ne s'est pas posée, du coup, Si elle ne se fixe pas, elle coule par le poids de la coquille. Et quand tu parles de laitance, c'est quand on dit que les huîtres sont grasses ou C'est pleines. ça, laiteuses. Quand elles sont laiteuses. Elles sont laiteuses, c'est le lait, c'est cette reproduction. Donc ça veut dire que là, quand on les mange avec leur laitance. C'est ça, avec leur bébé. D'accord. Tout à fait. Il y a le pont, des milliers d'huîtres dans la laitance, des milliers. Et sur le millier, il en reste combien? Sur les milliers qui ont été pondus, il doit en rester des centaines, pas plus. Des centaines. En fait, il faut que tu les couves, ces jeunes huîtres. C'est ça, il faut les bichonner. Tu es un vrai papa, Sébastien. C'est ça. Des centaines d'huîtres qui seront ensuite vendues en Bretagne, en Irlande ou encore au Portugal, pour le plus grand bonheur de nos papilles. La marée a tout recouvert, il est temps de laisser les huîtres savourer leur déjeuner. Myriam voulait absolument faire un petit détour par une île qu'elle connaît, mais dont elle a rarement l'occasion de profiter. Avec ses cabanes perchées sur pilotis, l'île aux oiseaux est le décor idéal pour déguster quelques huîtres du bassin. Des cabanes construites justement en 1883 par des ostréiculteurs pour surveiller les parcs de Napoléon III. Quelques huîtres. Quelques huîtres directement sorties du parc. On voit qu'elles sont bien charnues. Maintenant qu'on a bien travaillé, on a droit à la récompense. En plus, dans un cadre aussi merveilleux que celui-ci, c'est on a vraiment... l'impression de les avoir que pour nous aujourd'hui, les cabanes. Tu les avais réservées. C'est ça. Alors, cabane chanquée, explique-moi. Alors, cabane chanquée, c'est des cabanes qui sont sur pilotis. Chanquée. C'est le pilotis, en fin de compte. D'accord, c'est du gascon. C'est ça, c'est du gascon. gascon. Oui, tout à fait. Et c'est l'emblème du bassin d'Arcachon. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir prendre le temps de se poser ici, parce que les cabanes chanquées, je les connais avec mes groupes. On fait des tours de l'île aux oiseaux, mais jamais j'ai eu l'occasion comme ça de pouvoir m'arrêter, de me poser et d'en profiter. On attaque? On attaque? Allez. Allez, bon appétit. Je vais garder le goût toute la journée. Elles sont succulentes. Mais tant mieux, c'est fait pour. C'est pour découvrir une autre richesse du bassin que Myriam se rend dans le petit port de la Teste de Buch. Ici, une jeune femme très sensibilisée aux questions d'environnement et de recyclage a créé une activité insolite. Marielle Philippe recycle les peaux de poissons pour leur offrir une seconde jeunesse en objet de maroquinerie. Marielle, voici les peaux de poisson que tu m'as demandé de récupérer à la poissonnerie de l'Aiguillon. Merveilleux, du coup tu as été faire leur poubelle? C'est pour la bonne cause, hein. Tu m'as dit que tu recyclais les peaux de poisson. C'est vrai. Bah écoute, je range ça et puis on va commencer à travailler les peaux que tu m'as portées. Allez. Alors je vais te donner une cuillère et tu vois, tu vas venir enlever les restes de chair. C'est là qu'on voit que c'est solide, une peau de poisson. Voilà. Tu sais que c'est plus solide que de la peau de vache. Ah bon, non, je ne savais pas. En fait, à épaisseur égale, c'est pareil. Tu as d'autres étapes de nettoyage? Bah oui, il va falloir qu'on enlève les écailles. Ah, ça va être plus compliqué ça, non? Ah oui. Bon, ça saute un peu, hein. On a tous écaillé du poisson déjà. Oui. Mais je ne l'avais jamais fait de cette façon. Maintenant, je vais te montrer la suite. Alors maintenant, l'étape suivante, une fois qu'on a fait ça, c'est l'étape du tannage. Donc là, dans cette grosse cuve, les peaux vont rester à peu près 10 jours. Donc je vais te montrer. Alors là, on est bientôt sur la fin du bain, mais pas encore. Et donc, il y a quoi comme produit? Alors là, en fait, on met du tanin de mimosa. Du tanin de mimosa? Je peux toucher? Vas-y. Tu vas voir, à ce stade, ça pue pas, tu peux sentir. Ah, ça commence à sentir le cuir. Ah bah oui. Mais là, ça y est.
On est sur quelque chose qui n'est pas fini, parce qu'il manque encore un peu. Mais on est sur du cuir. Mais en fait, cette étape, le tannage, c'est quoi exactement? Alors, en fait, le tannage, c'est prendre la peau crue et la rendre imputrescible. Et pour la rendre imputrescible, il faut lui donner un tanin, qui peut être donc soit chimique, soit naturel. Donc naturel, c'est les essences de bois qu'on peut utiliser. Oui, comme le mimosa que tu utilises. Voilà. Et en fait, la molécule de tanin va rentrer dans le collagène de la peau, va le rendre imputrescible, et ça fait du cuir. Autrefois, ils mettaient dans les feuilles mortes des arbres, les peaux par exemple de mammouth ou ce genre de choses, et ça tannait pendant 6 mois, 7 mois. Et il existe des tanneries encore en France, des vieilles tanneries, où ils tannent les peaux de vache en végétal dans des grosses fosses, et ça reste 6 mois. C'est enterré en fait. Encore aujourd'hui. C'est très intéressant, là tu m'apprends tout un tas de choses. Ah ben puis c'est vraiment un savoir-faire français, ancestral. C'est tout un art. C'est ça. Une fois le séchage et la coloration des peaux réalisés, Marielle les finalise avec une couche de vernis. Les peaux offrent alors des teintes et des textures qui révèlent tout leur éclat. J'ai des partenariats avec plusieurs entreprises avec lesquelles en fait, on fabrique de la maroquinerie, des produits. Tout est local, ils sont situés dans les Landes. En fait, tu peux arriver à faire une grande diversité de produits. Là, je vois, on est plutôt dans la maroquinerie, mais tu m'as parlé des bijoux déjà. Donc c'est étonnant, c'est trop mignon, ces petites chaussures pour enfants. En fait, on peut tout faire. C'est même utilisé dans les arts plastiques. Voilà, si la créativité est là, le produit apparaît. Nous quittons les plages de la côte atlantique pour explorer les terres landaises. Bordés d'immenses forêts, un ensemble unique de grands lacs aux eaux cristallines nous transporte vers des horizons époustouflants. C'est le paradis des pêcheurs, des sports nautiques et des amateurs de grands espaces. Brigitte Ancelin est journaliste en presse locale. Arrivée à Biscarrosse pour suivre son amour de jeunesse, elle est aussi tombée sous le charme de cette région. Je vis dans les Landes depuis maintenant plus de 30 ans. Et les Landes, c'est tout un art de vivre. Les grands espaces, la forêt, la mer, les lacs. Et en plus, avec le métier que j'exerce, eh bien, je pars à la rencontre des gens qui vivent sur le territoire et des gens qui ont su m'accueillir. Et je n'en repartirai pas. C'est par le lac de Biscarrosse, une des plus grandes étendues d'eau de France, que Brigitte souhaite commencer. Elle va retrouver William Chauvin, pilote passionné d'hydravion, à l'aérodrome où se réunissent les amateurs d'aviation. Bah écoute Brigitte, les pleins sont faits, l'avion est prêt, il n'y a plus qu'à. Et je vais essayer de te faire ressentir un peu ce que je peux voir moi-même au quotidien, cette sensation de déconnexion et d'être presque un explorateur en terre inconnue. Et je vais te présenter tout ça dans tous ses détails. Bien, avec plaisir, William, d'autant que j'ai survolé le lac il y a quelques années et que c'est vrai que c'est une petite merveille. Eh bien, on va essayer d'amplifier tout ça, écoute, il n'y a plus qu'à partir. On y va. Allez. En route pour des sensations fortes. Dans cette zone protégée et sensible, l'hydravion est une belle façon de profiter de ces paysages accessibles parfois uniquement par les airs. Et tu vois, regarde, on rase l'eau. Donc par chance, tu vois, on a la petite trouée bleue qui va bien. Mais à chaque condition météo, son intérêt sur le lac. Faut pas avoir le ciel bleu absolu, même si c'est très beau. Le nuage va faire tout de suite contraste en fait avec le reflet sur l'eau et ça donne tout de suite quelque chose d'intéressant et ça rend le spectacle à chaque fois unique. Ces lieux sont aussi uniques par leur histoire. Ils sont la mémoire des grands aviateurs qui ont marqué leur époque. Au début du XXe siècle,
Les pilotes de l'aéropostale ont décollé de ce lac en hydravion, direction l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc on marche aussi sur la trace d'illustres ancêtres, puisque sur ce lac, on va croiser Mermoz, on va croiser Saint-Exupéry, on va croiser Guillaumet, Rennes également. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à eux à chaque fois qu'on évolue dans un hydravion dans ce secteur, clairement. Ici, les conditions sont parfaites. Les rives protègent le lac du vent et les eaux calmes deviennent une piste idéale de décollage. C'est pourquoi dans les années 30, l'industriel Pierre-Georges Latécoère décide alors d'implanter une base d'essai des plus grands hydravions français sur ce lac. Déjà initialement, il n'y avait pas tant de bâtiments que ça. Il y avait un bâtiment principal que tu vas pouvoir voir sur ta droite, qui était, en tout cas dont l'emplacement était sur ta droite, la grande esplanade en herbe, qui était donc le bâtiment principal. Les rampes d'accès en béton qui permettaient la mise à l'eau des prototypes. Biscarrosse était alors une gigantesque usine d'assemblage pour les hydravions. À la même époque, la compagnie Air France décide elle aussi de s'implanter ici. Elle ouvre une base commerciale sur les rives du lac. Les touristes s'envolent à bord du Latécoère 631, véritable paquebot désert. Et on va développer cette zone-là qui correspond à tous les codes d'un aéroport international avant l'heure. On va avoir dans un premier temps l'hôtel et le restaurant panoramique des Tickets, c'est juste là, qui étaient des bâtiments de grand standing pour les années 30, grand luxe. Air France exploitait ça. Le principe, les clients arrivaient par le train à Bordeaux et les laissaient en stand-by, puisque on était encore tributaire de la météo, clairement. Le vent comptait et la visibilité également. C'est de là que s'envolaient les premiers passagers avec le LAT 631 vers les Antilles. Vers les Antilles, tout à fait. Vers Fort-de-France, exactement. Et c'est 30 heures pour aller aux Antilles. C'est ça. Chaque vol également était une petite aventure quelque part. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le mythique Latécoère est technologiquement dépassé. Mais les grandes heures de l'hydraviation auront permis à Biscarrosse de devenir l'incubateur propulsant l'aéronautique vers l'âge moderne. Là, on n'est pas loin de toucher l'eau, je pense. Exactement, on va tangenter gentiment le lac. Ouf là. Ouais, sur le lot, Brigitte. Super. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et les bords du lac de Biscarrosse sont redevenus paisibles. Alors tu vois Brigitte, je voulais terminer ce vol en accostant dans ce secteur-là, qui est la pointe la plus au sud du lac, et selon moi la plus sauvage et la plus intéressante en termes de décor. Et voilà Brigitte, je te présente le Petit Canada. Eh bien écoute William, je connaissais le site, mais en tout cas pas le surnom, mais il le mérite vraiment, c'est magnifique. Je crois aussi. Brigitte veut maintenant regagner les landes plus mystérieuses, moins connues du grand public. Elle a fait appel pour cela à un passionné d'histoire des Landes, Benjamin Cole. Il l'emmène dans le hameau de Bourricos pour en apprendre plus sur l'habitat traditionnel landais, les rials. Sur ces terrains très préservés, bordés de nature, des familles vivaient ici en autarcie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elles étaient regroupées dans les maisons landaises, entourées de granges, de potagers et de poulaillers. L'association des Amis de Bourricos s'emploie à entretenir et valoriser ce patrimoine. C'est un lieu où j'aime venir avec mes petits-enfants. On aime se promener dans cet aérial magnifique. Et l'église, j'aime surtout tirer les cloches. Ah oui. Justement, cette église, c'est la particularité de cet aérial. Tous les aérials ou aériaux, on peut dire les deux, n'ont pas leur église. En général, quand on parle d'aérial, on nous vient en tête plutôt l'unité d'habitation, on va dire, hameau type agricole. Mais ici, on n'est pas vraiment sur ça, on est vraiment sur un bourg, un véritable bourg, d'où la présence de sa propre église. Ah bah écoute, Benjamin, je suis contente d'être là, dans cette chapelle. C'est irrésistible pour moi, tu vois, quand je vois ces belles cloches.
Alors justement, cette église est assez intéressante. Elle date du XIIe, voire fin XIe siècle. Dans beaucoup d'églises médiévales, on a ce genre de fronton, on appelle ça des clochers-murs. C'est pas des tours, il n'y a pas forcément de porche, c'est juste un fronton, un mur, bâti pour accueillir les cloches. D'accord. Les églises comme ça, à fronton, sont assez caractéristiques des Landes et du Pays Basque. En tout cas, c'est très joli. Alors une des choses que j'aime beaucoup sur cet aréal, c'est qu'il accueille, depuis le Moyen-Âge, au moins le XIIIe siècle, une amassade, une foire très importante. Les gens viennent par milliers pour se rencontrer, échanger, acheter et surtout jouer. Aujourd'hui encore, on vient à la foire pour s'initier au jeu du rempeau. Pour gagner, pas le droit à l'erreur. Il faut renverser en une seule fois les 3 quilles. C'est au tour de Brigitte de s'essayer à ce jeu de quilles landaises. Alors, on va faire un essai d'abord et après on recommencera pour de vrai. Non, de pas, oui, pardon. Il faut compter. Ouais. Non, mais tu comptes pas, il faut faire machinalement. Ah, toujours. Encore quelques encouragements, car Brigitte n'a fait tomber pour l'instant qu'une seule quille. Ouais. C'est pas récompensé. Non. Ouais, ah ouais. Bon, alors. Le jeu du rempeau était aussi un petit moment de détente pour les travailleurs de la résine dans les immenses forêts de pins qui ont fait la ressource de la région. Des forêts landaises qui offrent d'innombrables sentiers de promenade. C'est au milieu de ces pins que Brigitte retrouve Lionel Lacaze. Alors tu vois Brigitte, moi ce que j'adore effectivement, c'est ce petit débouché. On arrive sur un endroit magique. On va voir ça de suite. Eh bien avec plaisir Lionel. Ces chemins de randonnée s'ouvrent parfois sur des sites exceptionnels, comme ici, sur le lac de Sanguinet. Brigitte va naviguer cette fois sur ces eaux qu'elle connaît, dans d'insolites pirogues à balancier, avec Lionel pour guide. Qu'est-ce que c'est beau Lionel. Oh là 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 là, j'adore ce lac. Donc tu vois ici, effectivement, aux abords de ce lac, nous avons beaucoup de roseaux et de roselières qui ont une espèce vraiment indigène de la région, qui ont pour rôle de protéger un petit peu nos rives de l'érosion, de l'eau, des vagues. Donc une espèce vraiment intéressante. Et c'est un espace aussi intéressant pour les oiseaux, j'imagine, les poissons, qui trouvent là de quoi s'héberger, se nourrir, se reproduire ou faire une halte migratoire. C'est vraiment hyper protégé, quoi. Splendide. Et tu vois, on a des sensations de glisse intéressantes sur cette embarcation, la pirogue hawaïenne. C'est une première pour moi, mais je suis vraiment ravie de découvrir la pirogue hawaïenne. D'autant qu'il y a une belle histoire, puisqu'au fond du lac, eh bien, il y a pas mal de pirogues qui sont englouties. Ce lac est aussi un site archéologique. C'est un incroyable sanctuaire que les eaux calmes de Sanguinet renferment. Ici, des villages engloutis datant du IIe siècle avant notre ère ont été retrouvés par des plongeurs dans les années 1970. Parmi leurs trouvailles, 35 pirogues construites avec le bois de pin des forêts avoisinantes. C'est vrai que sous l'eau, quand on pense aux villages qui sont engloutis, c'est quelque chose d'émouvant quand même. Et c'était effectivement leur moyen de circuler avec une pirogue. Et de savoir qu'on est en pirogue aujourd'hui, franchement, c'est génial. Et c'est une histoire qui date de 4000 ans quand même. Et l'objectif pour nous étant de faire redécouvrir le lac sur une embarcation traditionnelle, une pirogue à balancier, la pirogue hawaïenne. Voilà. Les villages engloutis s'étendent jusqu'à l'anse de Publanc qui mérite le détour. Les archéologues y ont retrouvé sous l'eau des céramiques et les vestiges d'anciens habitats. Voici la petite conche donc, de Publanc, caractérisée par cette avancée de roselière et en arrière-plan donc, la forêt de pins maritimes.
et surtout des fonds très très clairs. On va descendre. Eh bien, Brigitte, on va aller découvrir un petit peu ces petits lieux magiques. c'est une escale qui me plaît, Lionel. Une petite escale exotique, sur une embarcation Une escale exotique. à Tahiti. Et ouais, de Tahiti-landais. Regarde, c'est pas mal, non? Magnifique. Petite conche de sable fin, blanc. Par contre, nous, on n'a pas de palmier, on a des pins. On n'a pas de noix de coco, on a des pignes. Et regarde ces couleurs, hein, ce décor. Et regarde ce sable blanc, regarde. Exceptionnel, hein? C'est extraordinaire. D'autant que l'accès n'est possible que par le chemin pédestre, ce qui explique voilà, que ce soit aussi bien protégé, préservé. C'est notre petit coin de paradis, alors à nous qui vivons ici, en fait. Exactement, exactement. À préserver, surtout. C'est ainsi que s'achève ce voyage aux airs de bout du monde. Un périple aux multiples merveilles, gardé jalousement par cette nature sauvage entre terre et mer.